Bonjour, et aujourd'hui nous allons discuter des opérations arithmétiques dans le calcul lambda. La première partie s'agit de codage ancien, le codage de Church. Qui a été fait en 1936. Et il faut que je rappelle des principes que nous avons discutés. Les séances précédentes, il s'agit de booléen et des conditionnels. Mais la représentation des entières, selon le codage de Church, est un peu différente de la représentation des entières selon Barendrecht. Pour le codage de booléen, il nous faut les deux variables, les deux valeurs de vérité, les vrais et faux. Le vrai est représenté par une fonction qui prend deux arguments et renvoie le premier. Et fausse est représenté par une autre fonction qui prend deux variables et renvoie le deuxième. Donc ces deux termes lambda particuliers sont fixés par toujours depuis maintenant. Et aussi il y a un troisième terme lambda assez important qui représente les conditionnels. La conditionnelle, c'est un terme lambda qui prend trois arguments. Le premier argument, c'est une variable booléenne, c'est-à-dire de type vrai soit faux. Et c'est bien utile de se souvenir que ces deux variables sont des fonctions eux-mêmes. Le conditionnel prend trois arguments. Si les valeurs de variable x est vraie, cette fonction renvoie le deuxième argument, y. Et sinon, si x soit faux, il renvoie le troisième. Et il y a la forme explicite très simple à écrire, c'est lambda xyz pour xyz. Qu'est-ce qui se passe si on substitue les valeurs concrètes par x, y, z? On fait des petits exercices pour s'échauffer. Voilà, il y a le terme les true et false, les vrais et faux sont souvent représentés par T et F. Il y a aussi le terme I pour identité qui prend un argument X et renvoie le seul argument X. Et comme un exercice, je peux suggérer de considérer conditionnel vrai, identité faux. Donc, comme j'ai déjà dit, comme le premier argument soit vrai, ça doit renvoyer le deuxième argument, c'est-à-dire identité. Nous avons écrit plusieurs fois les réductions bêta notées par une flèche avec les caractères bêta, caractères grecs. Mais à partir de maintenant, on va écrire l'égalité parmi les termes parce que un peu plus tard, nous aurons besoin
équation au monde de calcul lambda. Donc l'équation qui correspond à l'équivalence par rapport à la réduction bêta. Donc je me questionne aussi cet terme qui est composé de termes conditionnels, vrai, identité et faux, égal à terme identité. Donc si je fasse en façon formelle, ça devient, le conditionnel c'est lambda x, y, z, x, y, z. La valeur vraie devient lambda x, y, x. I c'est lambda x.x. Et faux c'est lambda x, y. Et comme il y a plusieurs arguments, on peut faire la réduction bêta un par un. Par exemple, remplacer la première avec celui-là. Après, remplacer la deuxième avec celui-ci. Mais on peut quand même faire la réduction bêta et substituer 3 termes à la fois. Donc, si je substitue 3 termes à la fois, il me reste que lambda xy.x au lieu de première x, lambda x.x au lieu de deuxième y, lambda xy.y au lieu de troisième z. Et donc, je peux faire notre réduction. Comme le premier terme contient la déclaration de 2 arguments, x et y, et alors on peut considérer le premier terme comme la fonction de 2 arguments. Le premier étant lambda x pour x, le deuxième étant lambda xy pour y. Et après, à notre réduction bêta, je prends ces 2 arguments et j'insère la première au lieu de x, et la deuxième, pas besoin de l'insérer parce qu'il n'y a pas de y ici. Donc c'est juste lambda x pour x. Ici. Donc je pense que vous pouvez se souvenir comment ça marche, plus ou moins. C'est toujours... vous pouvez considérer les termes lambda conditionnels comme les conditionnels normaux dans les mondes de programmation impérative. Les nombres entiers dans les codages de Church sont représentés de la façon suivante. Donc, je vais écrire ces demi-crochets pour distinguer les nombres n de variable n. Donc, le nombre n entier, ce n'est pas la même chose que la variable n. Donc, le nombre 0 est représenté par une expression lambda f y pour y. Et peut-être vous reconnaissez déjà ces termes que nous avons déjà vus. C'est le terme fausse, parce qu'il prend les 2 arguments et renvoie le deuxième. Après, le nombre 1, c'est lambda fy point fy. Pour le nombre 1, il n'y a pas d'analogue parmi les termes lambda déjà connus. Le nombre n est égal à lambda fy point f application n fois f y. Tous ces termes sont dans les formes normales, c'est-à-dire il n'y a pas de réduction bêta qui peuvent être faits sur cet terme. Comme il n'y a pas de réduction bêta, ces termes-ci sont appelés des termes dans les formes normales.
Et il y a 4 opérations à considérer. L'opération de successeur. L'opération de successeur prend un terme, prend n et renvoie n plus 1. Et comme vous avez remarqué, tous les termes lambda de type entier sont aussi des fonctions des deux arguments. Alors les successeurs peuvent être considérés comme une fonction d'un argument qui renvoie à une fonction de deux arguments. Et par les homorphismes de Carl et Howard, ça peut être considéré comme une fonction de 3 variables. Donc, pour le rappel, si vous avez une fonction f de x qui renvoie une autre fonction de 2 variables, vous pouvez le aussi considérer comme une fonction qui prend 3 arguments et renvoie un nombre. Parce que si vous substituez les premières valeurs concrètes, cela signifie que la première est fixée et deux autres ne sont pas fixées. Donc ça renvoie à une fonction de variable. Et alors, le successeur est effectivement une fonction qui prend 3 arguments, n, f et z, et renvoie magiquement f de n, f, z. C'est pas encore évident pourquoi cette successeur est un vrai successeur. De plus, il y a le terme addition, plus égale à lambda. Donc le plus, les fonctions plus prennent 2 variables de type entier et renvoient une variable de type entier. Donc on a le droit de déclarer plus comme un terme lambda de 4 arguments. Les premières 2 sont responsables pour les arguments de type entier et les 2 dernières sont responsables pour les déclarations de type. Donc, il signifie que le résultat va être une fonction de 2 variables. Alors, le plus, c'est un terme lambda de 4 arguments, lambda n, m, f, x, qui envoie nf de mfx. Et encore, il y a 2 fonctions supplémentaires. La multiplication et l'exponentielle. Curieusement, ces 2 dernières opérations, qui sont aussi des fonctions de 2 arguments, ne sont pas forcément déclarées comme des fonctions de 4 arguments. Parce qu'on a bien le droit de le déclarer comme des fonctions de 4 arguments, mais ce n'est pas forcément comme ça. S'il y a une façon plus courte qui fait directement des opérations sur des nombres, on peut le déclarer comme les fonctions de nombre d'arguments qui est inférieur à 4, par exemple 3 ou 2. La somme de 1 et 2, je vais effacer la première partie. Alors, il faut développer tous les 3. Les plus, c'est une fonction de 4 variables, lambda nm fx,
.nf_mfx. Après, je peux mettre un petit arrobase pour se rappeler qu'il y a l'application entre les fentes de cette ligne et le début suivant. 1 est représenté par lambda fy.fy et 2 est représenté par lambda fy.f de fy. Bon, si je substitue cette deuxième terme par n et cette troisième par m, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda fx, parce que j'enlevais n et m. Après, il ne me faut pas utiliser le même f, parce que cette f n'est pas liée au même f qu'ici et ici. Et je pense qu'utiliser un variable h pour celui-là. Donc j'insère n, c'est-à-dire la première, lambda hy point hy. Après je peux mettre f, mfx. Donc pour m je vais mettre celui-là, lambda hy point hy fx. Et encore, j'ai besoin d'une parenthèse supplémentaire. Bon. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut développer à l'aide de réduction bêta? Donc, il y a ces deux termes à l'intérieur. Et encore, je peux développer l'intérieur de celui-là. Je préfère de développer l'extérieur de cette parenthèse d'abord. Donc, j'interprète f comme h et cette deuxième parenthèse comme y. Et j'obtiens lambda fx. Et après, je vais mettre les deux à la suite. Donc, je vais mettre f au lieu de h. Je vais mettre la deuxième au lieu de y. Après, il me faut développer cette parenthèse à l'intérieur, cette réduction bêta. Donc f est interprété comme h, comme le premier argument. Donc j'insère f ici et ici. Et j'insère y au lieu de. J'insère x au lieu de y, parce que c'est le deuxième argument. Ça me donne lambda fx point f, parenthèse, f, parenthèse, fx. Et on voit que cette terme est effectivement, par définition de nombre 3, c'est la même chose que le terme qui représente le nombre entier 3. On peut aussi développer l'exponentielle de 2 et 2, c'est-à-dire 2 puissance 2 égale 4. L'exponentielle de 2 et 2 est développée de la façon suivante. Donc l'exponentielle, je rappelle, c'est lambda nm fois mn. Le nombre 2 était lambda fy point f de fy. Et encore le nombre 2, je répète lambda fy point f fy.
Après la substitution, j'obtiens, j'insère cette deuxième terme à la première position et cette première à la deuxième position. Je vois qu'il y a une réduction bêta à faire parce que j'ai une application entre 2 et lambda au début de première. Et alors, ce premier argument remplace le f. J'obtiens lambda y fois, au lieu de cette f et cette f là, j'insère cette expression. Et je veux remplacer cet y par x parce que je ne veux pas que cette y. À ce moment-là, j'ai deux réductions bêta à faire possibles. Il y a une réduction à faire ici et une réduction à faire ici. Donc, on peut choisir l'ordre aléatoirement. Si je ne me suis pas trompé. Bon, en fait, il y a des problèmes parce que j'ai deux y à la fois. En y, qu'il s'agit de cette y là, mais non pas à ces deux y là. Donc, il faut que je remplace par un autre variable z. C'est mieux comme ça. Maintenant, je peux développer la deuxième réduction bêta parce que j'ai choisi la deuxième parce que l'expression devient plus courte. Et maintenant, il n'y a qu'une seule réduction bêta à développer. Je le fais. J'enlève la première f. Et j'insère cette expression au lieu de f. Et attention, j'ai encore un conflit de nom parce que cette z qui apparaît ici, c'est différent à cette z qui apparaît ici. Donc il me faut remplacer cette z par une autre variable x. Alors, à ce point-là, il y a encore une réduction bêta à l'intérieur qui peut être développée. Alors, je remplace x par z. J'enlève lambda. Et en plus, j'ai enlevé cette parenthèse extérieure parce que il y a deux arguments de cette fonction, lambda y, l'argument y et l'argument z. Donc, il n'y a pas besoin de garder des parenthèses.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je développe la dernière réduction bêta qui reste entre la première parenthèse et la deuxième parenthèse pour obtenir lambda YZ. J'enlève cette lambda X, je laisse Y. Au lieu de X, j'insère cette expression-là. Et voilà, ce que j'obtiens, c'est un raccourci pour un temps lambda 4. Donc, l'exponentielle entre 2 et 2 fait 4. Enfin, on fera les preuves typiques par récurrence. On va montrer que l'addition on va montrer que plus permet bien d'interpréter l'addition de deux entiers. Autrement dit, nous allons montrer que plus entre les nombres i et j correspond à les nombres entiers avec les valeurs i plus j. Comme toujours dans le monde de preuves par récurrence, il y a un schéma rigide à suivre. Et le schéma, c'est toujours de considérer les cas de base et après la deuxième hypothèse de récurrence. Donc, si on va montrer que plus entre i et j renvoie i plus j, il faut d'abord montrer le cas de base. Si on fait les preuves par récurrence par rapport à variable quelconque, on peut choisir les variables i comme les variables de réduction ou comme les variables de récurrence ou bien les variables de j. On fait les preuves par récurrence par rapport à la variable i. La première entre les deux. Le cas de base correspond à i égale 0. Il faut que plus entre 0 et j est égal à j. On peut développer la partie gauche. 0 est représenté par une valeur fausse, juste pour le rappel. 0 égale à lambda fy point y. C'est la valeur f. Et la valeur plus, pour le rappel, est représentée comme lambda nm fx point nf parenthèse mfx. Si j'insère plus et 0 dans cette expression à gauche, j'obtiens lambda nmfx point nf mfx. Application. Au lieu de 0, il faut que je choisis. Je peux mettre f directement et j. Je fais la substitution de réduction d'état. Je remplace n par le premier argument et m pour le deuxième argument. J'ai deux arguments, f et x. Le deuxième, j, f, x.
À ce point-là, je me rappelle que la variable fausse prend deux arguments et renvoie le deuxième argument. Donc, le résultat sera juste le deuxième argument, c'est-à-dire la troisième parenthèse parmi les trois. Il n'y a pas de parenthèse ici, mais on prend ces trois blocs et choisit la troisième. À la fin, on note que cette façon d'écrire la valeur j, c'est une fonction de la décrire comme la fonction anonyme. Pour le rappel, j est toujours une fonction de deux variables. Ici, je mets lambda f et x au début. Et si je applique la fonction j aux arguments f et x, ça me donne la même chose que j. Donc voilà, le cas de base a été traité. D'ailleurs, ce type de conversion, c'est toujours bien de se souvenir qu'il y a les flèches avec la réduction bêta. Donc chaque étape a été la réduction bêta. Mais la dernière étape n'était pas vraiment en réduction bêta, mais techniquement ça était équivalence. Les deux termes lambda sont état équivalents. Les termes A et B. Si pour n'importe quelle variable x, ax égale bx au sens de réduction bêta. C'est un peu les notations techniques. Donc, dans tout cas, ce terme représente la même fonction que celle-là. Après avoir traité les cas de base, il faut traiter les cas généraux. Donc, on écrit des hypothèses de récurrence. L'hypothèse de récurrence dit que pour chaque j et pour la valeur i fixée, on a déjà prouvé plus j égale à i plus j. Et il nous faut augmenter i par 1 et prouver que le résultat de l'addition de i plus 1 et j égale à résultat de l'addition de 1 à cette expression à gauche. Donc, il faut prouver plus de successeur de i et j égale à successeur de i plus j. On commence par le développement de partie gauche. Ici, on remplace plus par son définition. Pour le rappel, encore plus égale à lambda n m f x. Je ne me souviens pas par cœur. n f m f x. Après avoir développé les parties, après avoir développé les plus, je peux faire la réduction bêta tout de suite parce que on sait qu'il y a deux arguments, n et m. Je remplace tout de suite les n et m par le premier argument et le deuxième argument. Ça devient lambda fx pour successeur de i f application j fx. On peut se souvenir la définition de successeur. Je n'en me souviens plus.
c'est lambda n f z fois f n f z. Si je substitue le successeur, il faut que je bien remplace cette f par une autre lettre parce que j'ai conflit de nom. J'obtiens lambda fx. Bon, après avoir substitué i par son premier argument n, j'obtiens lambda hz fois h application i hz. La deuxième étant f, la troisième étant jfx. Et je pense que j'ai oublié quelques parenthèses. Ah non, c'est bon. Je peux développer la réduction d'état ici pour substituer f au lieu de son premier argument et cette parenthèse au lieu de son deuxième argument. Et j'obtiens f, donc au lieu de h, j'insère f, i, h, et au lieu de z, j'insère j, f, x. Voilà. Et pour le rappel, celui-là correspond à la partie gauche de l'équation que nous devons prouver. Et la partie droite était la successeur de i plus j si je développe la successeur de i plus j, j'obtiens lambda f. Bon, si je remplace z par x pour la convenience, pour comparer les deux expressions, j'ai lambda f x fois f. Au lieu de n, j'insère i plus j. Et après f et x. À ce point-là, je peux utiliser l'hypothèse de réduction qui me donne l'hypothèse de récurrence dit que i plus j est la même chose que l'addition de i et j. L'addition de i et j, par la définition, il faut se rappeler encore les additions, plus égale à lambda nmfx fois nf mfx plus ij égale, voilà, j'ai réécrit le début de cette expression, le début. Après, le plus avec ij, c'est lambda hz. Si je remplace f par h, x par z pour éviter les conflits de nom, lambda hz. Voilà, la première est un i. Juste pour le rappel, donc plus, j'utilise le fait que i plus j est égal à plus i et j. J'insère i au lieu de son premier argument, j au lieu de son deuxième argument. Donc c'est n et m. C'est i, h, parenthèse, j, h, z.
enfin, je regarde et je me pose la question s'il y a... Ah, j'ai pas terminé l'expression. Donc c'est celui-là, application f et x. Parce qu'il était f et x que je n'ai pas écrit. Et je peux développer cette réduction bêta en quoi? Donc, en remplaçant h par f et z par x. Je développe la dernière réduction bêta pour obtenir lambda fx point f i f. Cette f a été insérée au lieu de h, cette x au lieu de z. Bon, les deux parties de l'équation sont les mêmes résultats de réduction bêta. Donc, la forme normale est pareille. On voit que cette expression lambda fx point f tata est la même que la réduction de partie 3. Donc la preuve est terminée. La deuxième partie s'agit d'équations récursives et vous permettra de construire vos propres opérations arithmétiques ou peut-être reconstruire les successeurs, les sommes, les multiplications. D'abord, nous allons essayer de résoudre l'équation de terme lambda, l'équation facile, comme par exemple la suivante. On cherche le terme lambda g qui est satisfait pour tous les x. Gx égale à x, x, x. Ça doit être facile parce que alors, chaque fois quand j'écris l'équation, je veux dire les résultats de réduction bêta. G doit être en fonction d'un seul argument. Donc G doit être lambda x point. Et après, il prend cet argument x et envoie 3 fois l'application de x à soi-même. Donc ça doit être lambda x pour x, x, x. Un autre type d'exercice, c'est le même principe. On recherche telle expression lambda f telle que fx égale à xi. Pour le rappel, i c'est une fonction d'identité, lambda x, x. Pour chaque terme lambda x. Et c'est le même principe. On voit que f doit être une fonction d'un seul argument. Alors ça doit être commencé par lambda x. Et la partie droite, on réécrit juste la partie droite parce que les résultats d'application de f à x devient x application i. Ce type d'équations ne sont pas récursifs parce que à partir d'équations, vous pouvez reconstruire les résultats en juste réécrire les parties droites. Donc ces types d'équations sont plutôt des équations linéaires.
ou c'est pas vraiment l'équation. Mais si je vous donne peut-être un exemple un peu plus compliqué, comme trouver un terme lambda f, tel que fx égale à f pour chaque x, pour chaque terme lambda x. Ce type d'équation est déjà plus compliqué parce que les parties gauche, les parties droite contient le terme f lui-même encore. Donc pour la deuxième partie, je vais expliquer comment résoudre ce type d'équation et pourquoi ça sera utile pour construire les opérations d'arithmétique supplémentaires. D'abord, je vais construire les prédicats L0 n dans la représentation d'un tiers de Church qui me renvoie les valeurs fausses si n égale 0, les valeurs vraies si n égale 0 et les valeurs fausses si n est supérieur à 0. On se souvient que chaque nombre entier dans le monde lambda est une fonction de deux arguments. Et dans la définition de cette prédicat, on peut le déclarer comme une fonction de trois variables par analogie de définition de l'addition et la multiplication, où le premier argument correspond à le nombre n et les deux autres correspondent à les arguments de cette fonction-là. Et encore, il faut se souvenir de la définition de n égale 0. Donc n égale 0 correspond à la valeur f, la valeur faux. Et la valeur 1, par exemple, la valeur n, c'est lambda f y, point f plusieurs fois y. Le nombre de f est égal à n. Bon, on peut regarder et tester les résultats d'application à n les fonctions standards. Parce que moi, je ne sais pas que doit être dans les parties droites. Je suggère ceux qui veulent essayer de construire cette fonction-là, faites-la pendant 5 minutes et après je vais vous raconter les corriger. D'abord, essayons de substituer les arguments, essayons de réduire l'expression n application à a et b. Parce qu'on sait que n est une fonction de deux variables, mais on ne sait pas a priori les résultats de cette computation.
f égale à lambda f y fois f y application à AB. Après les réductions bêta, ça devient A, application plusieurs fois à AB. Cela dit pas beaucoup. Pour l'argument 0, c'est plus clair parce que 0 à B renvoie la deuxième. Et ce sera une belle idée de substituer B. Au lieu de B, on utilise la valeur vraie. Et 0 à vrai égale à vrai. On peut suggérer de déclarer la fonction E0 comme la fonction qui prend ce nombre n d'abord. Non, je ne vais pas. Peut-être que je ne vais pas même utiliser cette deux autres arguments. Après, je mets quelque chose, je ne sais pas quoi, et après, je mets vrai. Et dans cette définition, E0 appliqué à 0 devient 0 quelque chose t égale t. C'est vrai. 0 égale 0. Et pour les autres. Pour les autres nombres, c'est plus compliqué parce que si j'ai quelque chose qui est différent à 0, quel type de fonction dois-je utiliser pour obtenir la valeur fausse à chaque fois? Enfin, je veux telle fonction que je peux donner en lettre cet caractère qu'on appelle G. G doit être la fonction qui satisfait G application quelque chose égale à faux. Je peux choisir G égale à lambda f point faux. La fin, ce que j'obtiens, c'est E0 égale à lambda n fois n, lambda f point faux. Vrai. Vous pouvez tester sur des nombres supérieurs à 0 et cette fonction mange chaque son argument et les convertit en faux. Le début de nombre n supérieur à 0, lambda f y point f, parenthèse quelque chose.
Donc si vous appliquez E0 à n, c'est n lambda f faux est vrai. Après avoir substitué cet premier argument, ces deux arguments, celui-là au lieu de f et celui-là au lieu de y, vous obtenez lambda f point f majuscule, application à quelque chose qui nous n'intéresse pas beaucoup. Parce que après avoir réduit cette expression, on obtient f, on obtient fond. Donc, le résultat, on peut construire cette prédicat est 0. Il y a le théorème des points fixes qui permet de résoudre en général les types l'équation de type fx égale à x avec un x inconnu. Donc pour tous les f, il y a un x tel que fx égale x. Celui-là est appelé le théorème de points fixes. Comment prouver ce genre de théorème? Et en effet, ici, l'épreuve est constructive, donc l'expression pour x est explicite depuis f. Mais ce n'est pas assez court. Il nous faut séparer cette preuve de théorème en plusieurs étapes. D'abord, dans les démonstrations, il nous faut construire les combinateurs de points fixes. Combinateur de points fixes est un terme lambda qui satisfait donc cet y qui satisfait yn égale à n y n pour chaque n. Pour le rappel, on avait déjà plusieurs termes lambda dont l'évaluation bêta ne se termine pas. Par exemple, on peut prendre y comme lambda f point lambda x point fxx. Les ingrédients clés, c'est les répétitions de x. Et répétition de ce terme aussi. En fait, il y a plusieurs façons de construire les combinateurs de points fixes. Par exemple, il y a ici un θ qui est égal à lambda x point y de xxy et répétition de ce terme lambda xy point yxxy lambda xy point xxy. Donc ces deux termes satisfont les propriétés de combinateurs de points fixes. Juste pour prendre comme exemple cette première terme y, on prend yn et le développe selon les règles de réduction bêta. Essayez de le faire en parallèle avec moi. Je vais développer aussi selon les règles. Yn, donc, on peut faire les réductions bêta tout de suite. Au lieu de f, on insère n et on enlève lambda f. Au lieu de chaque f, il n'y a que 2f. Et on obtient lambda x point n xx, application lambda x point n xx. On voit aussi une possibilité pour les réductions bêta.
on enlève cette première x et on insère cette deuxième parenthèse au lieu de chaque x. On obtient n lambda x fois n xx et la deuxième lambda x fois n xx. À ce point-là, on voit que cette expression se répète parce que yn c'est exactement l'application entre les deux. Donc c'est n application yn. Le deuxième θ, je laisse comme un exercice, mais faites-le parce que dans l'examen, il y a beaucoup de réduction de θ, donc c'est toujours utile de s'entraîner. Il faut montrer que θn égale à n application θn. Il faut prouver le théorème du point fixe, qui dit que pour chaque f, il existe un x tel que fx égale à x. Et la combinatoire de points fixes satisfait, pour le rappel, yn égale à n égale n pour chaque n. Le petit exercice, réfléchissez comment utiliser cette propriété de combinatoire de points fixes pour résoudre cette équation. L'idée principale, c'est de lire cette équation de droite à gauche. Donc, si vous renversez cette équation, c'est la même chose que x égale à fx. Et enfin, il faut reconnaître la structure de cette équation dans cette équation-là. Si on construit un arbre syntaxique de ce terme, c'est l'application entre f et x. Et l'arbre syntaxique de cette partie droite, c'est l'application entre n et yn. Si je note cette sous-arbre comme x, et cette partie gauche n comme f, j'obtiens. Donc l'idée c'est de représenter x comme l'application entre y et n, où n égale f. Nous avons l'hypothèse, la conjecture, que x peut être représenté comme y f. Mais on peut bien vérifier que x égale à yf satisfait bien ce genre d'équation. Parce que par les propriétés de combinateur de points fixes, yf est égal à f application yf. Et donc, x égale à yf est la solution de cette équation. Donc, pour chaque f, vous avez la solution qui est exprimée à façon assez simple. X égale à yf.
Deux petits exercices pour essayer d'appliquer ce théorème. Résoudre les équations suivantes. Fx égale à f. On suppose que x est connu. Il faut trouver le f. Et la deuxième, fx égale à xf. Donc la même idée, x est connu, il faut trouver le f. Alors on commence la première. Fx égale à f. Comment faire? On voit que la forme de cette équation n'est pas tout à fait les mêmes formes que les formes dans le théorème de point fixe. Donc il faut trouver une transformation. Comme f est appliqué à x, on peut supposer que f est une fonction d'un seul argument. F égale lambda x point. Qu'est-ce qu'on écrit après le x? Si on applique f à x, on obtient f. C'est un peu bizarre de façon d'écrire parce que f n'est pas encore défini, mais ce que j'obtiens, c'est qu'on obtient quand on développe la structure récursive de cette équation. Donc si on évolue la réduction bêta à ces deux termes, f et x, après avoir substitué x, on obtient encore f. Donc f mange son argument. Et en plus, on peut dire que lambda x pour f est le résultat de l'application de lambda terme avec un argument supplémentaire à f. C'est-à-dire lambda f pour lambda x pour f application f. Donc on développe les réductions bêta à l'inverse. Dans cette forme-là, l'équation est dans la forme de l'équation de point fixe. Donc x est inconnu. Donc f correspond à les variables inconnues. Et cette partie-là correspond à la coefficient dans le théorème de point fixe. La solution de cette équation, c'est combinateur de points fixes y, application f. À la fin, la solution peut être exprimée comme f égale à le combinateur de points fixes, application ce terme-là. C'est la solution de première équation de ce type. Les clés idées, c'est de représenter cette application dans la forme de terme lambda, avec un argument abstrait. Pour passer à deuxième exercice, la deuxième était fx égale à xf. X est le coefficient, un argument, donc x est connu, il faut trouver f. Afin de trouver f, on exprime les applications à partie gauche comme le terme lambda. Donc f est une fonction d'un argument, lambda x point quelque chose. Après application de f à x,
on obtient xf. On réécrit la partie droite. D'une manière plus abstraite, si au lieu de f, on insère n'importe quelle fonction f minuscule, on obtient lambda f minuscule par lambda x minuscule moins xf application f. Nous avons transformé cette équation dans la forme de l'équation de point fixe. La solution de cette équation de point fixe est toujours f égale à y application lambda f point lambda x point xf. On peut aussi spécifier que y est égal à lambda f point lambda x point fxx fois lambda f point lambda x point fxx application cette terme-là. Donc la solution est assez longue, comme vous voyez, mais les techniques standards est toujours transformer cette équation dans la forme standard et appliquer le théorème de point fixe. La culmination du théorème de point fixe, c'est l'idée de récursion qui nous permet de définir des fonctions en général de façon récursive. Le principe de preuve par récurrence, c'est toujours commencer par 0 et augmenter les arguments. De même façon, on peut admettre les définitions des fonctions informatiques, comme P de Mn, qui est définie à façon si m égale 0, on renvoie en fonction de n, connu, déjà construit, et sinon, si m est supérieur à 0, alors on renvoie à notre fonction h de cette fonction avec m remplacé par m moins 1. Donc ce type de définition utilise ou réutilise les valeurs de cette fonction-là dans les arguments inférieurs. Et si on imagine que les fonctions g et h sont exprimables dans le monde de calcul lambda, alors on peut montrer que cette fonction p est aussi récursivement spécifiable dans le monde de calcul lambda. Comme un exemple, on peut prendre l'addition de deux nombres. L'addition de x et y peut être exprimée comme la récurrence suivante. Si le premier argument est égal à 0, le résultat de l'addition est égal à son deuxième argument, y. Et si x est supérieur à 0, alors il faut prendre les successeurs de prédécesseurs de x et y. Et, il faut ajouter les prédécesseurs de x et y et calculer les successeurs. Ce type de définition est définition récursive, mais toutes les parties peuvent être exprimées dans le monde lambda. Par exemple, les parties qui correspondent à prédicat d'égalité x à 0. Nous l'avons déjà construit. Les parties conditionnelles est déjà construit aussi. Ça nous permet de représenter l'addition en façon suivante. L'addition est la fonction de deux arguments x et y qui renvoie les résultats de vérification conditionnelle. Conditionnelle vérifie que x égale à 0 après
je dois mettre en nouvelle ligne. Je vais mettre le petit arrobase pour signifier l'application. Si x égale 0, on renvoie y. Sinon, il faut renvoyer le successeur de addition de prédécesseur de x et y. Bien sûr, il faut construire les prédécesseurs d'abord. C'est encore un exercice. C'est un petit exercice que je ne fais pas. À partir de cette définition, de la même façon, on remplace l'addition par une fonction quelconque. Ça nous permet d'écrire le lambda f x y de façon plus abstraite, qui nous permet de remplacer l'addition pour n'importe quelle fonction. Après, j'ai réécrit tout cela. Et enfin, il faut calculer l'application de cette expression à l'addition. Parce qu'il me faut insérer addition au lieu de cette f. Ça donne l'équation avec la fonction inconnue addition qui peut être résolue à l'aide de l'équation de point fixe. Enfin, si je dénote ce terme avec les A majuscules, alors addition peut être exprimée comme la combinatoire de points fixes appliqués à A majuscule. Bien sûr, on peut simplifier encore et encore, parce qu'il y a beaucoup de... Si vous développez chaque terme, S0, les successeurs, prédécesseurs et conditionnels, vous obtenez un très très grand terme lambda, mais après avoir simplifié, dans les formes normales, vous obtenez les formes courtes qui toujours correspondent à lambda f, lambda nm, ce qu'on a déjà vu, lambda mfx, point nf, mfx. On peut construire toutes les autres opérations arithmétiques. Les multiplications, l'exponentielle, etc. Peut-être la fonction factorielle. C'est un bel exercice pour... on peut supposer que vous avez déjà une multiplication et il faut construire la fonction factorielle. La factorielle de n égale 1 fois 2 fois 3 fois etc. fois n dans le langage de termes lambda. La troisième partie, la partie finale, il s'agit de arithmétique de Born-Drake. L'arithmétique de Born-Drake est plutôt moderne, est plus moderne que celui-là de Turing, parce que cette arithmétique a été inventée en 1980 environ, et l'arithmétique de Church a été inventée en 1936 environ. Donc ça a été fait assez récemment. Et l'arithmétique de Born-Drake est plus proche à la syntaxe de langage fonctionnel moderne. On commence par construire un paire de m et n
comment coder les paires de nombres. Ça doit être aussi en termes lambda. Et c'est bien utile d'avoir les types booléens parce que les types booléens permettent de choisir entre deux possibilités. Et dans les paires, il y a aussi deux possibilités MN qui correspondent à vrai. Par exemple, on peut définir les paires comme un argument comme une fonction d'un seul argument, x. X c'est du type booléen qui renvoie m si x est vrai, et qui renvoie faux, qui renvoie m si x est faux. Ça permet de définir deux fonctions supplémentaires. Le premier argument de paire est égal à c'est un petit exercice pour vous aussi. La première et la deuxième élément de paire. Parce que si vous prenez cette paire, c'est bien une fonction. Donc on peut appliquer cette fonction à un argument quelconque. Cet argument quelconque est évalué sur les deux arguments de paire. Donc pour extraire le premier argument, il faut que cette fonction est vraie. Donc c'est la fonction première est une fonction d'un argument qui prend un paire comme argument et évalue paire vrai. Et la deuxième évalue paire et faux. C'est vraiment proche à les déclarations d'arbres binaires dans les codages de Barenrecht parce que les arbres binaires sont effectivement les paires d'arbres. Parce qu'un arbre binaire, c'est soit un sommet, soit un paire d'arbres binaires. Et dans les codages de Barenrecht, les tiers sont représentés par les nombres 0 est représenté par la fonction identité. Le nombre n plus 1 est représenté par les paires de valeurs fausses et le nombre n. Par exemple, dans ce codage, c'est bien plus facile de construire les prédicats et 0 que dans le codage de charge. Le prédicat E0 prend les paires et extrait ce premier argument. C'est-à-dire le premier argument de paire, c'est la même fonction que E0. Pourquoi ça marche dans le 0? Si on applique si on calcule E0 dans le 0, on obtient lambda P identité, P vrai, application identité. Ça devient identité vraie égale à vrai. Et pour tous les autres nombres, le premier argument de paire égale à faux. Égale à faux. Après, c'est bien aussi, on peut construire toutes les opérations arithmétiques dans le monde de Barenrecht, de la même façon que vous avez construit des opérations arithmétiques dans le codage des charges. Alors, je vous laisse faire cet exercice pour vous-même. Peut-être un seul exercice. Construire
l'addition de deux nombres dans les codages de barème rect. Ce codage-là, et ce codage par paire, est vraiment révolutionnaire parce qu'il permet de généraliser les théorèmes de points fixes en plusieurs arguments. Ce qui nous intéresse au début, peut-être, c'est prendre les deux arguments. Les théorèmes de points fixes en deux arguments peut être écrit comme x1 égale à f1 x1 x2, x2 égale à f2 x1 x2. On suppose que f1 et f2 sont donnés. Il faut trouver x1 et x2. Donc le théorème de points fixes, le théorème de points fixes multiples, dit qu'il y a toujours, pour f1 et f2 donnés, il existe toujours cette x1 et x2. Pour chaque f1 et f2, il existe x1 et x2 tel que ce système d'équation est satisfait. Afin de prouver ce théorème, on représente x1 et x2 comme le paire de x1 et x2. Depuis cette x1 et x2 peuvent être extraites comme le premier argument de x et le deuxième argument de x. Et alors, les paires de x satisfait une nouvelle équation. X est égal à un paire de f1 fois premier argument de x fois deuxième argument de x. Et après f2, premier argument de x, deuxième argument de x. Ça peut être transformé en équation de points fixes. Transformé en équation de points fixes usuelle. Comme d'habitude, on écrit x égale à lambda f. Après, on déclare cette paire. Tout cela. Chaque x, on remplace par f. Donc, voilà. Cette technique peut généraliser le théorème des points fixes sur plusieurs variables, pas forcément 2 ou 3. Pour terminer ces séances, il y a un petit divertissement. Comme nous avons observé, il y a plusieurs façons de construire un combinateur de points fixes. J'avais les notations Y ou les caractères θ. Il y a aussi une troisième façon de définir un combinateur de points fixes, en façon suivante. Le combinateur Y est exprimé comme f. On répète, c'est f 26 fois.
et f lui-même est égal à lambda. Après, je vais mettre toutes les lettres de l'alphabet anglais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q. Je ne mets pas R. Je saute R et je mets P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Après, je vais mettre R à la fin, point R. Et dans la parenthèse, j'écris this is a fixed point combinator. Et voilà, toutes ces lettres sont des arguments de cette fonction à 26 arguments. Et cet combinateur de points fixes satisfait bien la propriété YF égale à F, YF. Pardon, je sais pas. C'est pas forcément F. C'est YN égale à N, YN. Donc, un petit exercice. Donc, prouver que Y défini à cette façon-là satisfait la propriété de combinateur de points fixes. Dans les prochaines séries à venir, il y a les systèmes de type. Les systèmes de type simple et les liens avec les preuves et les types.